On va attaquer cette conférence. Donc merci et bonjour à toutes et à tous. Merci de venir à cette conférence. Donc comme l'a dit Frédéric, elle durera 50 minutes. Il est important, si vous avez des questions, que vous les posiez. Donc on va garder un peu de temps à la fin pour que vous puissiez nous solliciter. Et donc le thème de la conférence, il est à l'écran, c'est l'exploitation de la data. Alors, il y a des mots importants, hein. Levier important pour lutter contre l'insatisfaction et moteur de performance. Et donc aujourd'hui, on a des personnes clés. Donc Julie Wojciechowski, qui est directrice data, client et satisfaction au sein du groupe Vinci, donc qui va exprimer l'usage qu'elle fait de la data et comment elle traite l'insatisfaction au sein de... Et pas seulement l'insatisfaction, la satisfaction aussi, surtout. Développer la satisfaction, moteur de performance. Alors, on aurait dû avoir des personnes de SFR au dernier moment. Bon, alors, en ce moment, il y a des contextes un peu compliqués. Elle n'a pas pu venir. Mais du coup, on a deux experts côté Eloquent qui sont très, très avertis sur les sujets, puisque Pierrick Chenal, qui est le directeur de CX chez nous, donc Customer Experience, et qui déploie les solutions chez de multiples clients, dont SFR d'ailleurs. Et puis Frédéric Canvet, qui travaille en tant que product manager sur tout ce qui est bot et projets digitaux, et qui intervient chez tous nos clients aussi sur des projets transverses. Voilà, donc en quelques mots, on va maintenant, je vais laisser Julie présenter Vinci Autoroute. Si vous voulez vous mettre debout. Tout à fait. Donc, Vinci Autoroute, c'est la marque commerciale du groupe Vinci. Ça regroupe un certain nombre de concessions autoroutières aujourd'hui. Donc, ASF, Cofiroute, Escota, Harcourt et Arcos, qui est la nouvelle autoroute du contournement de Strasbourg, et qui couvre aujourd'hui la moitié du réseau concédé national. Donc, sous cette marque, Vinci Autoroute résume ses ambitions en termes de sécurité, environnement et services, et porte un axe tout particulier à ses clients, qui peuvent être, on va le voir, les abonnés aujourd'hui du télépéage, mais aussi finalement tous les usagers de l'autoroute de façon générale. Au sein de Vinci Autoroute, donc on a une entité spécifique, Ulysse. Ulysse, c'est la marque commerciale des abonnés télépéage. Donc c'est 5 millions de badges aujourd'hui qui représentent 4 millions de clients qui peuvent être aussi bien des clients particuliers, donc vous et moi, ou des entreprises. Donc on équipe également des flottes de parcs télépéage. Donc le service télépéage aujourd'hui, ça couvre quoi? Ça couvre bien évidemment le passage en voie télépéage, donc l'ouverture de la barrière sans avoir à sortir sa carte bleue. C'est un service qui fonctionne dans 4 pays. Donc, vous pouvez circuler partout en France sur autoroute, mais également en Espagne, Portugal, Italie. C'est un réseau de parking partenaire. Donc, vous pouvez payer votre parking à travers finalement votre badge télépéage. Et c'est surtout un service client, à l'écoute, 6 jours sur 7, de 8h à 20h et sur un certain nombre de canaux. Donc des boutiques, un centre d'appel, récemment, depuis 2-3 ans, également un chat sur le site Ulysse, mais également sur le site Vinci Autoroute, et tout ce qui est autour de la gestion de nos écrits entrants. Donc nos clients peuvent nous contacter à travers un formulaire de contact, et bien évidemment, on a des équipes qui y répondent quotidiennement. Et c'est vrai que c'était intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de clients qui ont autant de données, qui exploitent autant la donnée que chez vous, chez Vinci Autoroute. Et c'est pour ça en fait, qu'on voulait faire cette conférence pour montrer que l'analyse des données, ce n'est pas uniquement les enquêtes de SAT, mais ça peut aller vraiment au-delà. Et c'est vrai que chez Vinci, on va vraiment aller en 360. Oui, et puis on a vu tout à l'heure effectivement que ça sert à alimenter toutes les équipes. Donc Julie nous présentera ça. Juste avant, je vais vous dire quelques mots sur Eloquent, puisque pour organiser cette conférence, nous on déploie pas mal de solutions en termes de satisfaction. Mais globalement, Eloquent, dont c'est un acteur, c'est un éditeur en mode SaaS, qui est expert depuis 20 ans dans le domaine de la relation client, avec deux axes phares, mais qui ont une logique entre elles. Un axe autour de tout ce qui est centre de contact, donc ce qu'on va appeler fluidifier les interactions clients, que ce soit par mail, téléphone, chat. Donc là, on va retrouver tout ce qui va être gestion des interactions, services vocaux, les bots. Et puis, l'analyse sémantique automatisée. On y reviendra parce que Julie en parlera pas mal après. Et puis, toute une partie feedback, mesure de satisfaction client. Donc, des enquêtes multicanales. Alors, il y a de la place devant, assises. Je vois qu'il y a pas mal de gens. Allez-y, il y a des places.
Voilà, Alain, je te disais qu'on allait faire ça le comble. Installez-vous tranquillement. Donc tout ce qui est feedback, donc enquête multicanal, donc on verra, enfin on fait des enquêtes aussi bien sous forme de mail, mais aussi de SMS ou enquête vocale, directement derrière un centre de contact par exemple. La partie publication d'avis, ça devient un axe important parce qu'en fait on s'aperçoit que de plus en plus les avis clients servent aussi à attirer de nouveaux clients et savoir maîtriser et exploiter ce canal est extrêmement important. Et puis l'analyse sémantique automatisée qui est aussi très utile dans la partie insatisfaction, mesure de satisfaction, puisque c'est là où je vais pouvoir analyser le contenu d'un commentaire. Et en général, la note permet de mesurer, mais le commentaire permet d'expliquer, que ce soit de la satisfaction ou de l'insatisfaction. Et donc, c'est un dispositif qu'on met vraiment au cœur de nos solutions. Et il sert aussi bien pour la partie centre de contact, puisque je peux aussi bien faire une analyse de contenu d'une conversation ou d'un mail entrant sur un service client, mais aussi, bien sûr, tout ce qui est commentaires, reviews concernant les enquêtes. Voilà en quelques mots pour Eloquent. Alors, on est 120 personnes, le siège est à Grenoble et on est basé à Paris également. Et on intervient chez beaucoup de grandes entreprises, dont pas mal sont sur le podium de la relation client. D'ailleurs, on est très fiers, comme Maïf, etc., des gens comme ça, et notamment Vinci Autoroute. Voilà. Je crois que j'en ai fini pour Eloquent. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on a un stand, évidemment. Vous pourrez nous retrouver là-bas. Alors, premier élément et première question qu'on souhaitait aborder avec Julie. Tout d'abord, comment récolter, c'est une première phase, puis exploiter la data, parce que si je l'exploite, il faut que je la collecte, mais évidemment, il n'y a aucun intérêt à la collecter si je ne l'exploite pas, avec un but qui est d'identifier l'insatisfaction. L'insatisfaction, c'est clairement un moteur d'amélioration de performance à partir du moment où je sais la traiter, la collecter et la gérer. Là, il y a un petit dessin que nous avait fait Gabs, qui était intervenu lors d'un événement et qui a fait un petit bouquin avec pas mal de choses concernant la relation client. Voilà, simple, efficace et rapide. C'est des choses qu'on avait vues sur des commentaires de Verbatim pour des gens qui citaient une marque exceptionnelle. Voilà, je vais laisser Julie présenter. Tout à fait. Donc, pour vous donner un petit peu de contexte, donc, il y a 3 ans, on a entamé un grand chantier en fait, de refonte de notre relation client. Donc, je vous l'ai dit précédemment, Vinci Autoroute, c'est plusieurs sociétés finalement autoroutières. Et jusqu'à il y a 3-4 ans, chacune avait son centre d'appel, chacune gérait les appels concernant son réseau autoroutier. Et il y a 3 ans, a été prise la décision d'avoir finalement d'unifier nos centres d'appel et d'avoir des gens polyvalents donc, qui puissent répondre à toutes les questions en fait, qui concernent aussi bien des questions sur le circulé. Donc, je suis sur telle autoroute, il y a un accident, où est-ce que je peux sortir et qu'on soit sur ASF ou Escota, mais aussi des questions sur son badge, puisqu'on a de plus en plus d'abonnés. On a aujourd'hui un parc de 4 millions d'abonnés et donc on a une gestion de nos comptes clients. Donc des clients qui nous appellent parce que leur badge ne fonctionne pas, des clients qui veulent changer leurs coordonnées, des clients qui ont des questions sur des factures. Donc il y a 3 ans a été entamé un programme de recentrer et finalement un petit peu d'harmoniser tous nos centres d'appel et aussi de développer de nouveaux canaux de relations clients. Donc, on a des boutiques physiques. Donc, on a un certain nombre de boutiques implantées sur le territoire français à proximité de nos autoroutes qui permettent d'accueillir les clients. On a un centre d'appel avec un numéro unique, le 3605. On a un chat. Donc, la particularité de ce chat, c'est que on a fait le choix d'avoir un chat avec des personnes physiques derrière. Donc pour le moment, on n'a pas fait le choix d'aller sur un bot. On est plutôt effectivement resté sur des personnes physiques, notamment de par la polyvalence des sujets, qui peuvent être aussi bien des questions sur de l'infotrafic que de la gestion de compte, que des nouveaux services ou des objets perdus sur autoroute. Et on a donc un formulaire de contact par lequel tous nos clients peuvent nous contacter pour nous poser des questions. On avait donc tous ces canaux qui représentent un certain volume annuel. On est sur un peu plus d'1 million de contacts. On avait des enquêtes qui étaient faites de façon manuelle, où on allait interroger une fois par semaine, voire tous les 15 jours, nos clients pour savoir comment s'était passée leur relation avec nos services clients.
On faisait une analyse mensuelle qui était très peu détaillée. Donc en fait, on avait une juste note. parler un petit peu plus fort parce qu'au fond de la salle, je crois qu'ils ne s'entendent pas très bien. D'accord. On avait une note macro par canal. On savait la CSAT du 3605, la CSAT de nos boutiques, la CSAT de nos différents canaux, et on s'arrêtait là. Donc c'est vrai qu'on collectait, mais finalement, on n'en faisait pas grand-chose. Donc on a décidé de mettre en place vraiment un plan d'analyse, et on s'est dit, on veut collecter nos données satisfaction client, puisqu'aujourd'hui, on veut, au-delà finalement de la qualité de service, nos agents sont très efficaces, on les objectivise sur la qualité de service, le délai pour répondre à un appel, prendre le plus d'appels possible, mais on voulait aussi inclure cette dimension client et satisfaction. Et donc, on voulait se doter d'un outil qui nous permettait de restituer finalement un peu plus en temps réel la vision de la satisfaction à date, qu'est-ce qui va pas, et surtout de façon automatique où on a des enquêtes qui partent quotidiennement suite à n'importe quelle interaction. Donc, un client nous contacte par téléphone, le lendemain, on a une enquête qui part. Un client passe en boutique, le lendemain, on a une enquête qui part. Et on voulait gérer la sursollicitation, bien évidemment, pour éviter que la personne qui nous appelle 3 fois dans le mois ait 3 enquêtes de satisfaction. Donc, on a décidé d'harmoniser tout ça, et surtout, on voulait que ce soit utilisable et en faire quelque chose. Donc, on a qualifié, finalement, contextualisé toutes nos données d'enquête. Donc, les clients qui nous répondent, on sait pourquoi ils nous ont contactés, puisqu'on retrace le contact précédent. Et donc, ça nous permet vraiment d'aller à un niveau de finesse dans l'analyse de nos résultats. On peut comprendre par opérateur qu'est-ce qui a été bien fait, qu'est-ce qui a moins été bien fait. On peut aussi comprendre par motif de contact quels sont les motifs sur lesquels on a des excellents taux de satisfaction et ceux sur lesquels on est moins bon. Est-ce qu'on a des différences par canal? On a des mêmes motifs des clients qui nous contactent par téléphone et par écrit. On y répond très bien d'un côté et pas bien de l'autre. Comment on peut capitaliser sur ce qui est bien fait sur un canal pour réexploiter finalement les bonnes pratiques sur un autre? Donc on a voulu vraiment aller sur un niveau de granularité et de finesse qui nous permettent d'exploiter au mieux ces résultats, de construire des plans d'action et vraiment que ce soit un outil qui serve à tous les niveaux de l'entreprise. Oui, alors là, ce qu'évoque Julie, c'est ça, hein, c'est que les enquêtes de satisfaction sont des outils de pilotage. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire. C'est vrai que cet exemple est intéressant. Je crois qu'on va parler après justement on voit quelques exemples de graphes. Alors, on va peut-être pas détailler tout le graphe, Julie, mais juste expliquer ce qu'on voit à l'écran en quelques mots. L'idée était vraiment d'illustrer un petit peu les différents axes et surtout la granularité à laquelle on peut descendre aujourd'hui dans nos analyses. Donc, on a un pilotage qui peut être très fin. Donc, on a commencé, donc on a mis en place ce dispositif il y a 1 an maintenant, jour pour jour. Et donc au démarrage, on est resté très synthétique, très macro, où on faisait des restitutions donc avec mon équipe mensuelle aux superviseurs des plateaux. On allait voir les responsables boutiques et 1 fois par mois, on leur disait voilà les performances du mois, voilà ce qui a bien été fait, voilà ce qui a été un petit peu moins bien fait, et on leur restituait notamment par motif de contact. On a des grands motifs. Aujourd'hui, nos clients, ils nous appellent, les questions sont quand même souvent les mêmes. Et donc, on a des motifs qu'on traite très bien. Et donc, ça nous permettait de savoir, globalement, sur ce mois-ci, voilà les principaux motifs qui ont été traités. Voilà ceux où on a des petits soleils, où tout se passe bien. Et puis ceux où, à l'inverse, attention, on a un pourcentage d'insatisfaits qui est supérieur au niveau de satisfaction qu'on s'est fixé. Et donc, point de vigilance pour essayer de comprendre, est-ce que c'est un point process? Est-ce que c'est un problème de formation? Et vraiment essayer d'aller au cœur du sujet pour comment on peut finalement améliorer la satisfaction sur ces items qui n'allaient pas. Au fil de l'eau, on a commencé à aller à un niveau encore plus fin. On faisait une restitution macro par canot, donc le 3605. On est ensuite descendu par plateau. Donc, on a commencé à faire des restitutions sur chacun de nos plateaux pour leur dire, toi, spécifiquement, voilà la note de satisfaction à date de ton plateau, voilà comment tu te compares par rapport au reste, voilà les motifs sur lesquels tu es meilleur que les autres plateaux, ceux où tu es moins bon, ceux où tu es moins bien. Et donc, voilà éventuellement tes axes de reformation ou les motifs sur lesquels les personnes gérant ce plateau sont moins à l'aise. Et ensuite, on rentre encore plus dans un niveau fin qui est l'opérateur. Donc, vraiment comprendre pour chacun de nos téléconseillers ce qu'ils font bien, ce qu'ils font moins bien.
Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, on a des gens, donc côté relations clients, qui sont archi polyvalents. Ils vont gérer aujourd'hui aussi bien nos canaux écrits que nos canaux téléphoniques. Donc, ils répondent au téléphone, ils peuvent répondre aux écrits entrants, ils peuvent faire du chat sur des sujets qui peuvent être il y a un accident sur l'autoroute, quel est mon itinéraire secondaire, je veux changer mon badge est défectueux, où est-ce que je peux le faire, comment je peux le faire, ou je veux un abonnement à remise, lequel est disponible dans ma région. Donc les questions sont très diverses, très variées, et les canaux sont aussi, ça nécessite d'être à l'aise à l'écrit, à l'aise à l'oral. Et aujourd'hui, on a des gens plus à l'aise d'un côté que de l'autre, et on essaie justement d'identifier pour chacun quels sont les axes de formation, là où ils sont forts et peuvent aider les autres, et à l'inverse, là où potentiellement ils pourraient s'améliorer. Alors justement, pardon, ça fait un an, vous dites, ça fait un an que ça s'est mis en place. Là, vous évoquez, vous dites, on va jusqu'au plateau, jusqu'au conseiller. Comment est-ce que c'est accepté? Est-ce que c'est bien accepté? Parce que c'est une vraie question qu'on a souvent, hein, lorsque je mets en place un baromètre. Ouais, c'est surtout très que bien. Voilà. Les gens qui sont donc au service client, à l'origine, c'est pas des personnes de service client. Ce qu'on discutait, c'est des gens qui étaient sur les péages, en train de tout simplement faire passer les voitures, prendre des tickets, et ils ont changé de métier pour devenir opérateur ou conseiller du service client. Donc forcément, c'est pas évident pour eux. Donc comment ça se passe? Tout à fait. Donc c'est pas du tout le même métier. On a effectivement des gens qui étaient déjà relations clients à la base, mais on a aussi beaucoup de personnes qui viennent des métiers du péage. Vous avez peut-être connu les petites personnes dans leur petite cabine à chaque gare d'autoroute. Donc des lignées de lignes d'autoroute avec des petites personnes. Et donc toutes ces personnes, effectivement, quand on a automatisé les voies, ont rejoint les services de la relation client, où certains sont partis dans d'autres métiers du péage. Et donc aujourd'hui, c'est quelque chose qu'ils apprécient. Déjà, parce qu'ils le gèrent très bien, donc ils ont des très bons niveaux de satisfaction, donc ça fait toujours plaisir d'avoir des feedbacks positifs. Et c'est vrai que surtout, on a, jusqu'à présent, on était très focus sur l'efficacité. Il faut répondre au maximum d'appels, il faut le plus vite possible, voilà, l'AQS, la DMT, et d'apporter finalement la brique de mon client, il est content, je lui ai bien répondu. Alors certes, j'ai peut-être pris un tout petit peu plus de temps que ce qu'il aurait fallu, mais au final, mon client, il laisse une très bonne note et il nous laisse un verbatim aussi très intéressant. Parce que ce qu'on a souhaité, c'est effectivement, au-delà de la note, on voulait vraiment avoir notre note de satisfaction, mais on trouve que la richesse des verbatims est très importante, et une note peut traduire tout et beaucoup de choses. Et c'est vrai que les verbatims nous donnent vraiment la perception, et c'est vrai que de leur faire lire les verbatims, la plupart du temps, on a très bon accueil, la personne a été très sympathique, elle a vraiment répondu à mes questions. Donc c'est valorisant pour eux, et c'est vraiment des choses qu'ils apprécient, et ils nous demandent d'ailleurs d'aller régulièrement faire des animations sur leur plateau pour apporter ce petit complément aux analyses qualité qui peuvent être faites par ailleurs, les écoutes qualité. C'est vrai qu'ils sont très contents en général quand on vient faire des animations satisfaction et leur dire comment ils se situent et ce que pensent nos clients. Et pour compléter ce que vous disiez sur les indicateurs qualité, pourquoi c'est bien aussi accepté par les agents? Parce que c'est un retour d'un feedback d'un client. Les analyses qualité, c'est des écoutes faites par les superviseurs. Il y a toujours un petit côté subjectif. Et là, quand c'est le feedback d'un client, ça passe beaucoup mieux en disant OK, c'est pas moi qui le dis, c'est le client. Et ça, moi, je vous félicite là-dessus. Et effectivement, vous l'avez expliqué, vous êtes parti d'abord du global, puis petit à petit pour qu'il y ait une appropriation. Et c'est vraiment un facteur clé de succès d'une enquête de SAT, c'est qu'elle puisse être exploitée. Parce que ça ne sert à rien de collecter de la donnée s'il n'y a pas une exploitation, et exploitée notamment par les personnes qui sont à l'origine de l'insatisfaction, et qu'elles l'acceptent et qu'elles le comprennent. Donc ça, c'est un vrai challenge en termes de transformation, et Vinci l'a très bien réussi. Donc on a vu le niveau très fin, et c'est vrai qu'aujourd'hui on a couplé notre dispositif finalement de recueil de la satisfaction, d'analyse des verbatims. Donc on analyse le module d'analyse sémantique qui nous permet pour chaque verbatim client déjà de le catégoriser. On a des grandes familles, des grandes catégories de verbatim.
On a des verbatim clients qui tournent autour vraiment de la compétence, la qualité de la réponse. Donc nos clients nous disent voilà, la réponse était parfaite, la personne a totalement répondu à ma question. À l'inverse, on a aussi, notamment sur nos écrits entrants où on sait qu'on a encore à s'améliorer, on a ne répond pas à la question, a répondu partiellement, a répondu à la moitié, réponse robot. Voilà. Donc ça nous permet, voilà, on a un peu cette grande famille sur la compétence, qualité de la réponse. On a des verbatim où en fait le client, il a un canal de contact, on lui demande, voilà, on le contacte pour une enquête de satisfaction, puis il nous dit au fait, j'aimerais changer de badge ou mon badge il marche une fois sur 2, comment je peux faire pour le changer? Donc dans nos verbatim, on a aussi des actions. On a des clients qui en profitent puisqu'ils ont une autre interaction avec nous pour nous dire un autre élément qu'ils ont en tête sur leur abonnement. Des clients qui nous disent voilà, aujourd'hui j'ai commandé un badge, je l'ai toujours pas reçu. Enfin voilà, donc on a catégorisé les grandes familles de verbatim et pour chacun de ces verbatim, il y a également une analyse des tonalités qui est faite. Donc on sait si ce verbatim il est plutôt négatif ou plutôt positif. Et donc, en fonction un peu du poids, donc le volume du verbatim, de la catégorie et également pour ce verbatim-là, est-ce qu'il était associé à une note positive ou négative? Donc, est-ce que le client nous a mis une CSAT de 5 ou à l'inverse une CSAT de 1? Et la tonalité, on arrive à faire un mapping qui nous positionne finalement un petit peu nos grandes catégories pour identifier là où on doit travailler. Donc, on doit travailler sur des motifs qui sont d'un certain volume. On ne va pas aller travailler sur le motif où on a 3 contacts à l'année. Donc, il faut du volume. Des motifs où on a plutôt une tonalité négative. Donc, plutôt, quand les clients nous laissent un verbatim, c'est plutôt mauvais. Ils sont plutôt pas contents. Et des sujets où, en plus, ils nous disent qu'ils ne sont pas contents dans le verbatim, mais en plus, ils ont mis une mauvaise note. Donc, on a un peu un triplé gagnant. C'est mauvaise note, verbatim négatif, pas content. Et puis, en plus, ça revient souvent. Et donc, ça nous donne vraiment des grandes orientations et on peut décliner ces mappings par canal, par site, puisqu'on commence à avoir suffisamment de volume. Aujourd'hui, on a à peu près 100 000 enquêtes et 6 à 8 000 verbatim qui sont laissés. Donc, c'est vrai qu'on peut descendre à un niveau de finesse assez fin qui rend vraiment le mapping opérationnel et nous dit tout de suite, voilà, pour tel canal, voilà ce qui ne va pas. Et à l'inverse, pour d'autres, c'est d'autres motifs sur lesquels il faut travailler. Et donc, c'est ce qui nous a permis notamment d'identifier, sur nos écrits entrants, qu'on avait un vrai problème sur la compétence et la qualité de nos réponses, et notamment sur des réponses encore un petit peu trop standardisées. Et donc, c'est vraiment ce qu'on est en train d'essayer de travailler, de capitaliser sur des motifs équivalents qui sont très bien gérés par des canaux directs. Donc, au téléphone, on leur répond très bien. Et puis, quand ils nous contactent par écrit, pour le même motif, on a une très mauvaise note. Donc on avait parlé de ça, c'est vrai qu'en introduction, une des spécificités de Vinci Autoroute, c'est qu'en fait, vous allez analyser donc les enquêtes de satisfaction, les courriers scannés, le chat, les emails, et est-ce que j'en ai loupé un ou on a fait le tour? Je crois qu'on a les appels. Ouais, ou peut-être on ne fait pas encore les appels. Pas encore les appels. Pas la retranscription, non. Mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on accorde vraiment une importance très importante sur tout ce qui est sémantique parce qu'on pense qu'aujourd'hui, nous, ça nous apporte beaucoup sur le feedback client. Mais c'est vrai qu'au-delà, et notamment en fait, aujourd'hui, après chaque appel ou après chaque contact, l'opérateur doit qualifier l'appel. Donc, il clôture l'appel ou il clôture le dossier et puis il dit voilà, là, le client, il nous a contacté pour tel motif. On se rend compte, à certaines périodes de l'année, on a des pics saisonniers. Bien évidemment, l'été, c'est un gros trafic sur autoroute. Il y a plein de gens qui appellent. Et donc, nos centres d'appel sont débordés. On a plein de réclamations parce que les gens ont eu des incidents sur autoroute. Ils ont heurté quelque chose. Donc, voilà, on a un volume relation client l'été qui est très, très fort. Et donc, par facilité, nos opérateurs, en fait, ils vont qualifier le motif le plus simple ou le motif qu'ils connaissent. Et en fait, on a des motifs un petit peu fourre-tout. Aujourd'hui, on a gestion du compte abonné. Ça veut tout et rien dire. Et en fait, quand on veut après redescendre dans l'analyse de la satisfaction, on a des résultats mitigés, on a une satisfaction plus ou moins bonne qu'on n'arrive pas à expliquer parce qu'on se dit le motif gestion des abonnés génère de l'insatisfaction. Mais en fait, dans ce motif, on a de la résiliation, on a de la souscription, on a plein de choses. Et donc, ce qu'on a décidé, c'est effectivement, en fait, sur ces écrits entrants, donc les clients qui nous contactent et on a qualifié cet entrant comme étant gestion du compte abonné,
on les passe par effectivement l'analyse sémantique et ça nous les recatégorise. Donc on sait que là, en fait, ce qu'était finalement la demande du client, c'était plutôt une question souscription. Là, c'était plutôt de la résiliation. Là, c'était un changement de contrat. Donc ça nous permet de requalifier finalement nos écrits entrants qui ont été éventuellement mal qualifiés pour apporter plus de précision dans nos analyses après de satisfaction. Et aussi dans tous les volumes aussi qu'on analyse, puisqu'on a des systèmes d'alerte qui permettent de nous dire attention, attention, on a cette semaine beaucoup d'appels ou beaucoup d'écrits concernant la résiliation. Si une grande partie de la résiliation sont cachés dans le motif gestion de l'abonné, on ne le voit pas. Donc en fait, ça nous permet aussi d'affiner nos alertes et de voir si un motif, de façon atypique, ressort plus fort sur une semaine plutôt qu'une autre. À l'inverse aussi, ça va être du positif. Hein. Oui. C'est parce que c'est vrai qu'en préparant, tu nous avais dit, voilà, il y a tout ce qui est écrit. Parfois, il y a de la surqualité, il y a la meilleure satisfaction. Et en particulier quand il y a des courriers personnalisés versus les modèles standards, tu sais, les modèles robots, les modèles un petit peu copier-coller. Et comme ça me permet d'identifier que justement la satisfaction est meilleure lorsque les collaborateurs personnalisent le formulaire versus faire un copier-coller. Alors juste sur l'analyse sémantique, c'est quelque chose que nous, on a décidé au sein d'Eloquent dans notre outil d'enquête, d'intégrer dès 2015. Moi, c'est vrai que j'étais toujours étonné, le NPS avec une note qui permet de voir ce qui s'est passé, mais ce qui permet de préparer le futur, encore une fois, c'est dans le verbatim. Et il y a beaucoup de gens qui font du NPS pour avoir une note et pour éventuellement que ça serve à différentes choses en termes de management, mais toute l'explication et tout l'effort que le client met dans le commentaire, il est perdu, ou très souvent il est perdu. Donc c'est vrai que depuis 2015, je pense qu'on était un des premiers à avoir mis un moteur d'analyse sémantique dans notre outil d'enquête. Je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne le font pas, et c'est vraiment dommage parce que c'est là où est la richesse. Et objectivement, lorsque vous faites l'effort de mettre tout un outil d'enquête, de mesure de satisfaction, tout ce que vient d'expliquer Julie, c'est-à-dire cette richesse que vous pouvez tirer du commentaire du client en l'analysant, et pas simplement en lisant quelques-uns, mais en l'analysant avec un moteur d'analyse sémantique, c'est étonnant. Enfin, moi, je pourrais vous raconter des anecdotes incroyables. On a un client qui s'appelle Euromaster. On s'est aperçu dans les verbatims qu'un des mots qui revenait le plus avec la satisfaction, c'était le mot café. Voilà. Ça paraît bizarre, mais sur des milliers et des milliers d'enquêtes, mais ça voulait dire tout simplement qu'il y avait une chose qui générait de la satisfaction, c'était d'offrir un café. Enfin, c'est tout bête, mais quand vous montez des pneus, finalement, ça coûte peut-être pas très cher d'offrir un café et ça génère de la satisfaction. Vous voyez, donc c'est des choses qui sont extrêmement importantes, qui peuvent être très fines et qui permettent d'apporter de la valeur réellement à cet outil qu'est l'enquête. Alors là, on complète. On recomplète, mais c'est vrai que c'est aujourd'hui, c'est vraiment nous, l'analyse sémantique est très importante aujourd'hui dans notre quotidien. On l'utilise donc pour requalifier des motifs un petit peu trop génériques. Ça vient compléter la vision opérationnelle des équipes, puisque bien évidemment, quand il y a une explosion des contacts sur un motif donné, les équipes vont alerter. Ils vont nous dire aujourd'hui, depuis ce matin, j'ai eu énormément d'appels sur tel motif, c'est bizarre. On vient compléter parce que des fois, il y a des motifs qui sont un petit peu cachés, où en fait, il n'y a pas une explosion, mais grâce à la sémantique, on voit quand même que par rapport aux semaines précédentes, on a eu plus de verbatim plutôt négatifs sur ce sujet-là que les semaines passées. Donc et pareil, sur nos écrits entrants, on voit s'il y a des motifs qui... certes, ils ne représentent pas 50% des volumes d'un coup, mais on voit une tendance à la hausse et on se dit « Ah, attention, là, il y a quelque chose ». Et à l'inverse, « Ah, tiens, ce motif-là sur lequel on n'était pas bon, là, on a plutôt un petit soleil, donc il semble s'améliorer. Donc il semblerait qu'on ait fait quelque chose et que ça se passe mieux ». Donc ça nous permet aussi, au-delà finalement de l'aspect bien évidemment humain qui reste nécessaire et des remontées terrain, on vient compléter finalement un petit peu les remontées du terrain avec une approche un petit peu plus automatisée qui fait un petit peu ressortir des signaux faibles qui n'auraient peut-être pas été perçus parce que oui, on a eu un petit peu plus d'appels, mais en fait chacun individuellement on a eu un. Puisqu'on a à peu près plus d'une centaine de personnes dans la relation client. Donc, pour peu que les appels soient disséminés à droite à gauche, on ne le voit pas. Là, c'est vrai que ça nous permet de ressortir « Ah, attention, il se passe quelque chose, soyons vigilants et investiguons pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui explique cette tendance à la hausse ou à la baisse. » Voilà, et là, ce qui est important, c'est encore une fois, c'est un gros travail, c'est-à-dire que la sémantique
amène de la valeur, mais il y a un gros travail qui est fait par les équipes Oui. et par vous. C'est important parce que trop souvent les gens se contentent d'une analyse et puis un NPS par exemple au bout d'un moment ça bouge plus. Là j'ai de la richesse, j'ai du travail, mais il faut creuser, puiser, ce que permet de faire ce type d'outil. Alors on va donner quelques exemples, Frédéric, Oui, Pierrick, alors, tu veux autres, peut-être en dehors de commencer Vinci qu'on a pu. Alors, oui, pour récolter la data, il y a déjà tout ce que fait Vinci Autoroute. Ils font déjà beaucoup de choses très intéressantes. Les baromètres annuels, les enquêtes à chaud à chaque point du parcours client, l'analyse de tous les écrits, que ce soit les mails, les chats, etc. On peut aussi ajouter le speech analytics, c'est-à-dire aussi en termes de data chez vous, ce que vous avez des conversations entre les conseillers et vos clients. Donc ces conversations, elles peuvent être retranscrites et après refaire tourner dans l'analyse sémantique pour vraiment trouver un peu des richesses dedans, des pépites pour le service marketing, pour le service SAV, etc. Enfin, peu importe. Il y a vraiment de la récolte à faire là-dessus. Ce qu'on oublie aussi souvent, c'est les collaborateurs. Les collaborateurs, ils sont en contact quotidien avec les clients, que ce soit dans un centre d'appel, que ce soit dans une boutique, etc. Et eux, ils ont aussi des choses à vous faire remonter. Donc, on oublie aussi les coûts de collaborateurs sur ce sujet pour récolter de la data client. Et notamment quelque chose qu'on aime bien faire chez Locan, qui s'appelle le pendant du CES, le Customer Effort Score, qui est l'IIS, c'est l'employé Effort Score. Pourquoi ? Parce que vos collaborateurs, vous leur martelez tout le temps, il faut satisfaire le client, il faut satisfaire le client, il faut satisfaire le client. Mais est-ce qu'on est sûr qu'ils ont tous les outils pour satisfaire ce client ? Donc ce but de ce type d'enquête, c'est aléatoirement, après un appel, c'est d'envoyer une enquête, enfin de remonter une enquête à un collaborateur en disant, ok, sur ce dernier contact avec le client, quel degré d'effort as-tu dû produire pour le satisfaire ? Et en fonction de ce degré d'effort, on va lui demander pourquoi ça a été compliqué. Est-ce que c'est un manque de formation ? Est-ce que c'est le fait que c'était un client agressif et moi, c'est pas mon caractère de gérer ces clients agressifs ? Est-ce que j'ai un manque d'autonomie en termes d'offres marketing pour lui proposer des choses ? Voilà. Le collaborateur, il faut vraiment pas l'oublier là-dedans parce que lui, il peut vous amener aussi beaucoup de data. Et pour terminer, il y a tous les avis que vous ne maîtrisez pas, c'est tous les avis non sollicités, les Twitter, les Google Email Business, etc. Les choses que vous pouvez aspirer pour aussi les analyser. Voilà. C'est vrai qu'on avait fait il y a 1 an ou 2 de ça. On avait en fait récupéré tous les avis sur Internet, sur tout ce qui était banque, mutuelle, assurance. Ouais, et sur un forum spécialisé. Exactement. Oui. Et en fait, on en retire comme ça un comparatif entre les différentes marques, etc. Ce qui est intéressant également, c'est l'audit externe. Il y a 2 semaines de ça, j'étais en train de discuter donc, avec un client dans le domaine de l'immobilier. Et puis, il nous disait, oui, très bien, je sais que je suis bon, je sais où est mon point faible, je sais que c'est les emails, parce que j'ai candidaté à Audi élu service client de l'année. Et ils me disent que par rapport à mes concurrents, j'ai une note de 12 alors qu'eux ont 16 sur la gestion des emails. Donc là, je dois faire un focus et c'est là que je dois travailler. Et cet aspect data qui a été récupéré auprès de différents acteurs du même secteur d'activité permet de se positionner. Et là, on était en train de discuter avec lui. Il me disait, voilà, cette année, on fait un focus là-dessus. Je vais former les équipes. On va utiliser un outil. On va mettre en place des SLA, etc. Et ça permet vraiment de se comparer et de savoir où je dois agir en priorité sur quelques éléments clés, peut-être que là, ici, ce qui est mis dans EDU Service Client de l'année. Alors, prioriser les actions, ça c'est quelque chose qui est important. Là aussi, c'est bien d'améliorer l'expérience client, mais ce qui est super important, c'est que ça soit perçu par le client et éventuellement s'il y a suffisamment de volume. Il n'y a pas très longtemps, je discutais avec un de nos clients qui est dans le domaine des télécoms et il me disait clairement, moi ce qui se passe, si je veux en fait que ça passe au niveau du comité de direction et au niveau des différentes directions métiers, il faut que c'est un vrai impact et c'est un impact sur la valeur perçu par le client. Et il me disait, il y a un truc type qui était vraiment compliqué à faire passer dans les esprits des équipes, c'était la facturation. Pour eux, en fait, la facturation, oui, ça allait, on envoie la facture, le client, ça va, il reçoit sa facture. Et il y a toutes les informations, il n'a plus qu'à payer. Et en fait, dans l'analyse des verbatims, ils se sont rendus compte que les clients disaient, mais c'est trop compliqué, on ne comprend rien, je suis obligé de redemander la facture, je suis obligé d'avoir une explication. Et en fait, c'était un élément qui ressortait régulièrement dans les verbatims des clients, mais qui, dans l'entreprise, n'était pas perçu comme important. Et donc, en mettant en avant tous les verbatims, les enquêtes, les retours, etc., ils se sont dit, oui, là, il y a une optimisation, il y a quelque chose à faire sur la valeur perçue. Et ce qui est important de faire, c'est surtout la valeur perçue avant-après. Et il me disait clairement qu'à chaque fois qu'ils mettent en place des actions, il faut une enquête derrière auprès de la population cible pour dire,
est-ce que ma satisfaction a augmenté ou pas? Si elle n'a pas augmenté, et s'il n'y a pas plus de business, c'est-à-dire qu'on vend plus de contrats, ou la durée de fidélité est plus longue, bah, ça ne sert à rien. Donc vraiment, ce n'est pas faire de la surqualité ou faire quelque chose qui n'est pas perçu, mais vraiment travailler cette valeur perçue et la faire systématiquement. Et on verra tout à l'heure, il travaille sur un modèle qui est vraiment test and learn avec des POC, tester et voir si ça marche sur un petit volume et après, bien sûr, le faire sur un plus grand volume. La deuxième chose, c'est voir l'impact business. Tu l'as dit très justement tout à l'heure, c'est bien de travailler sur des éléments irritants pour les clients, mais si ça n'a pas un impact business ou ça n'a pas un volume suffisant, ça ne sert à rien. Et il me disait clairement que leur méthode à eux, c'était de se dire combien de clients ça va impacter, combien de chiffre d'affaires on peut faire en plus, et c'est là qu'il faut agir. Et quand on met en avant ces éléments-là, bah forcément, ça suit derrière et on prend des décisions. On a fait un petit tableau d'ailleurs qui doit se trouver sur Internet quelque part, qui permet de voir combien vous coûte un client insatisfait par rapport au coût de collecter une donnée. C'est assez facile, hein. Vous regardez combien de clients vous pouvez perdre et le chiffre d'affaires moyen d'un client. Vous mettez ça en face du coût d'une enquête et vous verrez qu'en général, ça s'explique assez vite l'intérêt de faire une enquête. Donc voilà, ça c'est un point important. Et ce que tu as dit aussi, c'est-à-dire que les gens qui s'occupent de la facturation, le client et le pilotage de la satisfaction et l'insatisfaction, c'est un vrai moyen de désiloter l'entreprise, de faire exploser les silos. Parce que le client, finalement, il est au cœur, c'est lui qui paye tout le monde, hein, qui paye les salaires, etc. Et donc, même des gens qui se font la facturation, qui ont l'impression potentiellement ou à qui on a laissé imaginer à un moment donné qu'ils étaient loin du client, en fait, ils sont très proches, puisque c'est eux qui, tous les mois, finalement, ont une communication avec le client, par exemple. Et vous pouvez aussi ajouter l'enquête post-résiliation Ouais. du client, pour connaître aussi les raisons. Oui, c'est très intéressant. Très C'est très intéressant. Passer la phase de tristesse d'avoir perdu un client, il faut rebondir dessus en faisant ces enquêtes de clients qui churnent pour vraiment comprendre les raisons pour lesquelles ils sont partis. Parce que vos clients insatisfaits, c'est très bien, vous mettez des plans d'action pour les fidéliser, mais vous en avez toujours qui vont partir. Et ces clients-là, bah, c'est pourquoi ils sont partis. Et en les écoutant, même s'ils ne sont plus vos clients, bah, vous allez avoir aussi des plans d'action pour... c'est une excellente transition parce que justement, Julie va en parler juste après. Tout à fait, parce qu'au-delà, donc nous, c'est vrai que c'est aujourd'hui sur la résiliation, c'est un point d'intérêt. Et c'est vrai qu'on s'est dit, on va faire des enquêtes, on va aller interroger nos clients une fois qu'ils ont résilié pour comprendre pourquoi. Et en fait, on s'est rendu compte qu'à travers nos écrits entrants, on avait déjà une grande partie de l'information. Parce que notre business, le télépéage, en fait, c'est quand un client résilie, il doit nous renvoyer son badge. Donc, qui dit renvoyer son badge, en général, il nous fait un courrier d'accompagnement. Et en fait, souvent, dans le courrier, il nous met toutes les raisons. Il nous dit, suite à mon déménagement, suite à la vente de mon véhicule, suite à mon changement d'activité, Et en fait, rien qu'à la lecture, finalement, de ces écrits entrants, on arrive à qualifier aujourd'hui quels sont nos principaux motifs de résiliation. Qu'est-ce qui fait qu'un client résilie? Est-ce que c'est plutôt parce qu'il a déménagé? Est-ce qu'il a vendu sa voiture? Est-ce qu'il est retraité, qu'il n'a plus besoin de prendre l'autoroute? Et donc, ça nous a permis finalement d'économiser une enquête, puisqu'on est quand même tous largement sollicités par des enquêtes à droite à gauche. Donc, c'est un envoi de mail en moins pour nos clients sur lequel on peut lui envoyer peut-être une autre enquête sur un autre sujet. Voilà, donc c'est vrai que c'est... sur le sujet de la résiliation. Les courriers sont bien sûr scannés, hein, vous ne les lisez pas individuellement, je précise. Voilà, effectivement, tous nos courriers sont scannés. Quand on les reçoit, ou effectivement, ils sont scannés, ils sont mis dans la fiche effectivement du client. Et en fait, ces scans sont retranscrits. Voilà. On a un process qui retranscrit en fait le scan en texte. Et ensuite, ce texte passe dans l'outil d'analyse sémantique. Mais oui, il y a une étape effectivement de scan, mais qui était nécessaire de toute façon, puisque dans tous nos dossiers, on joint les courriers. Et c'est vrai que c'est un petit peu la spécificité du télépéage, c'est qu'on a énormément d'emails pour plein de demandes, mais dans le cas spécifique de la résiliation, le client est obligé de nous renvoyer son badge avec, et souvent c'est vrai qu'il ne renvoie pas juste le badge, il nous explique pourquoi. Effectivement, donc là, pour nous, c'est un point très important, puisque un irritant et une insatisfaction sont des moteurs d'évolution et de performance, c'est exactement ça. Et ça permet, comme tu disais, aussi d'aller proposer des offres complémentaires ou supplétives. Si la personne dit j'ai déménagé ou j'ai cessé mon activité professionnelle, de lui proposer un badge télépéage à titre particulier.
Tout à fait, puisqu'aujourd'hui, voilà, on a différents types de badges et différents types d'usages. Et souvent, en fait, on a voilà, des clients qui nous disent bon, j'ai plus besoin de mon badge parce que je suis à la retraite, j'ai changé d'activité. Certes, ils utilisaient tous les jours leur badge pour aller au travail en prenant l'autoroute éventuellement, mais on a des offres qui s'adressent aux plus occasionnels. Et donc, c'est pas parce qu'on ne prend pas l'autoroute tous les jours qu'on finalement on n'a pas besoin d'un badge. Et on a des offres qui permettent de payer uniquement les mois où ils circulent ou voire le jour où ils circulent. Donc c'est vrai que ça nous permet de faire du rebond et finalement plutôt que le client parte, de l'orienter vers un autre produit auquel il n'aurait pas pensé, qui lui permet de garder la praticité finalement quand il passe sur autoroute à moindre coût puisqu'il était sur un abonnement où il payait tous les mois, où il paye finalement maintenant plus que les mois où il l'utilise, voire le jour où il l'utilise. Et donc, ça nous a permis de garder des clients qui éventuellement seraient partis parce qu'on ne s'était pas posé la question. Les pics saisonniers, ça c'était un sujet intéressant. Tout à fait. Donc, l'activité autoroutière, c'est une activité qui est relativement quand même saisonnière. On a du trafic tout au long de l'année, mais on a une actualité quand même qui est beaucoup plus forte l'été. Puisqu'on a toute la mobilité des estivants l'été. Donc, on a déjà plus de ventes. On a beaucoup de clients qui s'abonnent en juin, donc pile avant l'été, qui vont s'abonner pour prendre leur badge. On a plus de gens sur autoroute et plus d'occasionnels. Donc, on a souvent soit plus d'accidents, soit plus d'aléas, des gens qui perdent des objets, des gens qui, quelqu'un qui a perdu son coffre de toit, puis la voiture derrière se l'est pris, donc ils font une réclamation. Enfin voilà, on a plein de sujets. Et l'été, c'est vrai que notre volume de contact augmente. On ne peut pas dimensionner notre équipe relation client aujourd'hui juste sur l'été. Donc, on ne va pas faire x2 en personnes. On ne va pas doubler nos effectifs juste parce qu'à un moment de l'année, on a besoin de 2 fois plus de personnes. Donc, on fait appel à des sociétés externes qui nous accompagnent en fait, sur ces pics d'activité. Donc, qui viennent renforcer nos équipes de la relation client sur un moment donné. Ces équipes externes, elles ne sont pas au quotidien de nos activités. Donc, bien évidemment, on les forme, mais elles n'ont pas le même historique ou la même maturité que nos personnes qui font ça depuis 20 ans. Donc, c'est vrai que jusqu'à présent, on subissait, avant d'avoir un petit peu un outil qui nous permet de suivre quasiment quotidiennement ou à la semaine nos données de satisfaction. On subissait et on faisait tout pour que la qualité de service soit au rendez-vous. Donc, il faut prendre le plus d'appels, il faut limiter la dégradation de notre QS et on s'arrêtait là. Et on collectait la satisfaction et on voyait que l'été, on avait une CSAT qui était 6 points inférieure à les autres moments de l'année. Cette année, donc, on avait l'outil et donc on a pu vraiment spécifiquement sur l'été, semaine par semaine, faire des points avec notre société de sous-traitance pour leur dire attention, là, telle personne, à chaque fois qu'elle répond sur un motif, sur tel motif, la réponse n'est pas au rendez-vous. Donc, elle n'a pas compris le process, il faut lui réexpliquer. Donc, on a pu vraiment personnaliser les messages, les plans de formation et agir vraiment chaque semaine pour reformer, réidentifier là où ça n'allait pas. Et ça nous a permis, alors certes, ils n'ont pas atteint le niveau de nos équipes actuelles, mais ça nous a permis vraiment de limiter et ils se rapprochaient quasiment de la CSAT de nos propres opérateurs et on a moins perdu que les années précédentes puisque là où on perdait 6 points, on n'en a perdu que 3 par rapport aux périodes précédentes. Donc, on a quand même doublé au final la satisfaction et limité finalement l'insatisfaction sur cette période très spécifique. Alors juste pour finir, et après on passera quasiment à la session questions-réponses. Donc vraiment pour changer les process, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'aspect business. C'est vraiment important, l'expérience client, c'est pas pour l'expérience client, c'est que ça doit apporter quelque chose, soit du différenciant sur le marché, soit du business en plus, soit de la rétention. L'expérience client, c'est pas uniquement monsieur et madame expérience client, il faut avoir des relais terrain. Autrement, si c'est tout le temps monsieur, madame, expérience client, c'est eux qui vont être en charge, c'est eux qui vont s'occuper de tout. Il faut qu'il y ait personne qui soit vraiment chargé de ça dans les services. C'est même toute l'entreprise, hein. C'est du directeur jusqu'au conseiller client. Donc collecter, c'est bien, mais redescendre l'information au plus proche de ceux qui sont au contact des clients, c'est quasiment ça le plus important. Et puis après, bien entendu, tester et mesurer. Ça, c'est vraiment essentiel. Alors, ce qu'il faut retenir de cette conférence, alors il y a une bulle qui est assez complète.
Mais voilà, si on n'a plus de clients malheureux, ben, il n'y aura plus de boulot. On n'en est pas là. Et heureusement, il y a toujours de l'amélioration à faire. Et surtout, un point important, c'est que vos confrères, vos concurrents continuent à s'améliorer. On a fait une étude sur 20 ans de relations clients. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que globalement, le niveau d'exigence augmente petit à petit parce que vous avez des leaders du marché, il y a des gens qui font des choses très très bien et que même ce qui était acceptable, je sais pas, avant, j'envoyais un courrier parce que je n'étais pas content, j'avais une réponse dans la semaine, je pouvais considérer que c'était un bon service. Aujourd'hui, je fais quelque chose, je ne suis pas content. Si je n'ai pas un retour, si je fais une demande, je n'ai pas la retour si c'est un mail dans la journée, si c'est un chat dans les 20 secondes, je ne suis pas content. Si j'ai une minute d'attente, c'est insupportable. Donc, les niveaux augmentent et vont continuer à augmenter. Voilà. Donc ça, il faut être conscient de ça. Et alors, Ulysse, on va vous laisser sur ce point-là. Qu'est-ce qu'il fallait retenir et les bonnes pratiques ou les 3 choses à retenir pour vous qui êtes dans la salle? Du coup, les bonnes pratiques, hein, on l'a dit précédemment, mais c'est vrai que c'est une question pour toute l'entreprise. Donc, on est parti, nous, vraiment en pyramide, où on a commencé à diffuser des indicateurs macro, le temps que les équipes s'approprient les indicateurs, puisqu'on est arrivé avec la CSAT, on leur a mis aussi le score d'effort. Donc, chaque mois, on leur faisait des restitutions. Et puis, au fil de l'eau, ils ont commencé à nous poser des questions, à nous dire est-ce que je pourrais avoir ça, est-ce que je pourrais voir tel niveau. Ils nous ont posé les questions, on leur a fourni les analyses, jusqu'au stade où ils nous ont dit mais est-ce que je peux avoir accès à l'outil, est-ce que je peux voir moi-même mes résultats. Et donc là, on est dans cette phase où les personnes ont été formées et vraiment maintenant, elles sont au cœur du sujet, elles ont accès à l'outil. Elles voient directement leurs performances, elles voient les principaux verbatim, et c'est vrai qu'elles nous sollicitent maintenant plus pour des questions de compréhension, comment on peut les aider, et ça nous permet aussi, nous, maintenant, de passer plus de temps sur vraiment un plan d'action global. Qu'est-ce qu'il faut améliorer, quels sont nos principaux irritants, nos facteurs d'enchantement, comment modifier certains de nos process, parce que ça va nous faire gagner 3-4 points de satisfaction. Et puis, un de nos gros sujets qui va être effectivement comment on améliore nos écrits entrants et on capitalise. On a des gens qui le font très bien. Et on se rend compte, on a des modèles types. Et aujourd'hui, on voit qu'on a des clients, des opérateurs qui prennent le modèle texto sans se poser de questions. Et souvent, ça passe pas. Et à l'inverse, on a des gens qui vont un petit peu reformuler le modèle ou changer l'ordre des paragraphes. Et on voit tout de suite, des fois x2, x3 en satisfaction ou des verbatim de clients pour une même question, le même modèle qui nous disent voilà, super, totalement répondu à ma question. Et à l'inverse, à côté de la plaque, réponse robot. Alors que c'est juste, ils ont changé l'ordre des paragraphes. Donc on va vraiment maintenant rentrer vraiment dans cet accompagnement au quotidien on les a rendus autonomes, ils sont autonomes sur leur pilotage d'activité, sur identifier ce qui va pas dans les équipes, comment je mets en avant ce qui va et puis comment à l'inverse j'essaye de reformer sur ce qui va pas, et nous on les accompagne maintenant vraiment sur des plans d'action concrets pour améliorer la satisfaction et notamment sur ce qui pêche un petit peu aujourd'hui de notre côté. Alors on va passer directement aux questions-réponses, il nous reste 2 minutes pour tenir le sujet. Donc, c'est la première question qui est la plus dure. Vos questions. Une question, monsieur. Allez-y fort. Ouais. Alors, je vais vous donner, là franchement, alors venez nous voir sur notre centre, j'ai un petit tableau Excel. Non mais vraiment, en fait, il faut mesurer la satisfaction, c'est une chose, mais un client insatisfait, quel est l'impact d'un client insatisfait? Nous, ce qu'on sait, c'est qu'un client insatisfait, si vous lui répondez tout de suite, parce que souvent, ce qui génère de l'insatisfaction et ce qui fait monter de l'insatisfaction, ce n'est pas le motif, c'est la façon dont vous traitez le motif. Et ce qui va faire grimper le client de « je ne suis pas content » jusqu'à « je vais mettre le feu à la boutique », ce n'est pas le motif lui-même, c'est la façon dont vous avez répondu. Si vous le traitez tout de suite, et comme le disait Julie, c'est-à-dire vous traitez tout de suite l'irritant immédiatement, et que vous répondez au client, donc que vos équipes déjà soient conscientes, mais que vous répondez au client, vous pouvez garder les 2/3 de vos clients insatisfaits. C'est vraiment quelque chose qu'on a déjà observé. Donc vous prenez simplement le nombre de clients insatisfaits que vous pouvez collecter, vous multipliez par 2/3, vous multipliez par le chiffre d'affaires moyen d'un client, vous voyez déjà le chiffre d'affaires que vous pouvez conserver. C'est un exemple tout simple. Alors, oui. Alors pas forcément, mais par contre, un client satisfait, il va vous
il va permettre d'accepter de nouveaux produits. Julie nous expliquait que Vinci va développer de nouveaux produits, par exemple autour de l'électricité, des bornes électriques. Un client satisfait, je peux lui vendre des nouveaux produits plus facilement. Il ne va pas aller plus sur l'autoroute, ça paraît. Mais par contre, je pourrais lui vendre d'autres choses. Il va me recommander. C'est un facteur évident d'augmentation de business. On disait sur la satisfaction, par exemple, pour moi, une collecte, il y a 4 niveaux d'usage. Il y a l'alerte immédiate. Le client pas content, on lui répond, ça c'est l'immédiat. Il y a le côté management, je regarde les bonnes pratiques, je les partage au niveau des équipes et j'améliore les choses. Et là, je tire mon chapeau à Vinci parce que justement, il y a un accompagnement très fort et ça, c'est vraiment très important. Il y a un niveau stratégique, c'est-à-dire que l'entreprise, quand elle met en place quelque chose de vraiment nouveau, elle veut voir sur le long terme comment ça se passe. Et puis, il y a un nouveau aussi recommandation, c'est-à-dire que de plus en plus, maintenant, les avis ont un impact sur tout ce qui est Google My Business, Trustpilot, enfin, toutes ces choses-là. Et si je capte l'avis, que je l'utilise bien et qu'il est republié ensuite, c'est des choses qu'on peut contribuer à faire avec nos clients, eh ben, je vais alimenter de nouveaux clients. Voilà. Donc, tout ça, ça déclare du nouveau business. Ouais. Et globalement, c'est un client qui est moins sensible aux problèmes de prix. C'est-à-dire que vous pouvez lui vendre plus facilement vos services. Alors, je crois qu'on est arrivé au bout. Ouais, je voudrais juste, pour compléter, sur l'aspect ROI, vous pouvez consulter un webinaire qu'on a fait avec Lamarck, l'association du management de la réclamation. Vous allez sur la chaîne Eloquent, vous cherchez Amarck et Bouygues Télécom. Et justement, il y a un webinaire qu'on avait fait avec eux qui a duré 1 heure sur le ROI, la manière de calculer, etc. Et eux, ils le font très finement. Et c'est vraiment un calcul qui est très précis et c'est une interview de Mathieu Mélou. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question ? Une dernière question. Vous disiez que l'important pour descendre aux collaborateurs, c'est avoir du volume, parce que souvent, c'est ce qui est remonté en disant que ce n'est pas représentatif. Vous avez un taux de retour d'enquête important, parce que pour faire du temps réel, même en hebdo, ramener aux collaborateurs, il faut quand même avoir suffisamment de volume d'enquête, et c'est souvent le problème. Oui, on a été agréablement surpris, parce qu'on a d'autres enquêtes par ailleurs. On a des enquêtes effectivement où on va interroger nos abonnés sur un baromètre annuel pour avoir une vision un petit peu de notes de recommandation. Mais sur ce parcours spécifique post-contact, on a autour de 25% de clients contactés qui nous répondent. Donc c'est on est conscient, c'est des très, très forts taux. Donc les gens ont des choses à dire et justement, donc oui, ça nous permet d'avoir ce niveau vraiment de finesse. Et notamment, en fait, c'est vrai que sur l'été, on a tellement de volume, donc on a des centaines finalement de réponses par semaine pour un même opérateur qui est largement suffisant pour faire des analyses. Et puis vous pouvez aussi passer au-dessus de la culture de la note, parce que même si vous lui donnez à disposition 4-5 réponses, potentiellement dans ces 4-5 réponses, il y a des commentaires de clients soit heureux, soit mécontents, qui peuvent peut-être résilier, et lui donner accès à ces 4 commentaires, il peut les rappeler, les recontacter et fidéliser les clients. Donc là, maintenant, on passe au-dessus de la culture de la note quanti où ce qui compte, c'est l'indicateur, il faut que ce soit représentatif. C'est aussi le traitement one-to-one du client en fait, qui est important. Alors Fred, tu veux. Je disais, si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand Eloquent. On a les fameux livres blancs qu'Alain nous a présentés tout à l'heure. Merci et j'espère qu'on n'a pas trop dépassé le timing. Le numéro du stand, Chantal. Est-ce que tu peux dire le numéro du stand, on me demande. C'est 28 au 29. Eloquent. Merci. Merci. Merci à tous, merci à toutes.